Je me présente. Donc, je m'appelle Didier Meslier de la société Thales Alenia Space. Je suis responsable du département IT chez Thales Alenia Space. Donc, moi, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste du Shadow IT. Par contre, je viens partager avec vous notre expérience dans le domaine du Shadow IT. Euh, on est une DSI, donc on est préoccupé de la relation avec nos utilisateurs. À côté de ça, on souhaite avoir un système d'information qui fonctionne bien, au moindre coût. Donc cette problématique de Shadow IT nous a préoccupés et on s'est positionné par rapport à cette Shadow IT dans la mesure où clairement derrière le Shadow IT, il y a souvent un besoin avéré, mais qui est peu, voire pas accompagné par la DSI. Donc je vais vous parler ce soir de notre positionnement par rapport au Shadow IT. Très rapidement, Thales Alenia Space, j'en profite parce que j'ai remarqué que nos concurrents d'Astrium étaient beaucoup plus virulents que nous en communication, et nous on en faisait assez peu. Donc beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que Thales Alenia Space. Donc nous, notre métier, c'est l'espace, les satellites. Donc vous voyez en gros les différents domaines d'activité que l'on a aujourd'hui, l'observation, la navigation, les télécoms et les sciences. Juste pour illustrer par rapport, j'imagine, à des domaines que vous connaissez. Donc dans l'observation, on est fournisseur des satellites météo depuis plus de 30 ans au niveau européen. Dans le cadre de la navigation, vous avez tous entendu parler certainement de Galileo. Donc Galileo, il a pour objectif d'être plus autonome dans les systèmes de géolocalisation vis-à-vis du GPS américain. Et donc l'objectif de la plateforme Galileo, c'est de fournir des systèmes de géolocalisation propres à l'Europe. Donc aujourd'hui, on est maître d'œuvre du segment sol, donc toute la partie infrastructure terrestre du projet Galileo. Et Galileo, il y avait un prémisse qui était le projet EGNOS. Donc aujourd'hui, on a des satellites EGNOS qui sont opérationnels, 3 satellites, une trentaine de stations sol, et qui fournissent déjà de la géolocalisation, et qui d'ailleurs ont été certifiés par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour servir notamment de système critique pour l'aide à l'atterrissage des avions. Donc on travaille dans le domaine de la navigation. Les télécoms, c'est notre grosse activité. 50% de notre domaine d'activité, c'est les télécoms. Là, on vient de remporter quelques projets au Brésil et aux Émirats arabes. Le plus gros projet que l'on a eu dernièrement, c'était en 2010, un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Iridium. C'est une constellation de satellites d'environ 70-77 satellites, comme les atomes d'Iridium. Je ne sais plus combien il y en a exactement. C'est un projet de télécom et c'est un projet de constellation qu'on a remporté aux États-Unis dans un contexte de crise, c'était en 2010, avec un marché américain qui est assez protégé et un projet qui était relativement important puisqu'il était de l'ordre de 2,1 milliards de dollars. La science, on a aujourd'hui un certain nombre de projets dans ce domaine-là. Pour en citer que 2, donc ExoMars. ExoMars, c'est un projet d'observation de la planète Mars qui est à l'initiative de l'ESA. Et on a aussi une activité particulière dans ce domaine-là, notamment avec nos sites qu'on a en Italie, le site de Turin, où on est fournisseur d'une partie du volume pressurisé de la station spatiale l'ISS, où on fournit à peu près 50% de ce volume. Donc voilà nos activités en gros pour les illustrer et pour savoir un peu qui on est. Bon, je passe là-dessus, c'est pas très intéressant, mais disons quand même que Thales Alenia Space, c'est 2 tiers groupe Thales, 1 tiers groupe Finmeccanica. Donc on est une joint venture entre ces 2 entités. Et on a aussi notre sœur jumelle qui s'appelle Telespazio, qui elle est 2 tiers Finmeccanica, 1 tiers Thales, et qui fait plutôt du service. Donc nous, on fournit des moyens dans le domaine du spatial. Telespazio fournit du service. Et les 2 sociétés forment aussi ce qu'on appelle la Space Alliance, avec la capacité à répondre d'un bout à l'autre de la chaîne. Voilà, je reviens plus sur la problématique du Shadow IT. Avant de rentrer dans le positionnement de Thales Alenia Space au niveau du Shadow IT, je voulais vous montrer l'organisation simplifiée de l'AIS, parce qu'il y a, je pense, trois aspects qui sont relativement importants par rapport à notre positionnement sur le Shadow IT. Donc l'organisation de l'AIS très brièvement, donc 4 départements.
Les départements de gauche sont des départements qu'on appelle les départements fonctionnels. Ce sont des départements qui sont en interface avec les utilisateurs et qui ont pour objectif d'assister les utilisateurs dans l'expression de leurs besoins. Spécification, aide à la recette, formation des utilisateurs, support pendant les phases opérationnelles. Et il s'appuie pour la mise en œuvre sur un département qui s'appelle le département IT, avec 3 grands domaines d'activité, l'architecture, le développement et les intégrations, et la prod. Et bien entendu, on a aussi un agent de sécurité qui va nous donner un certain nombre d'exigences vis-à-vis des projets du système d'information et vis-à-vis de l'infrastructure. Donc ça, je voulais vous le présenter puisque je pense qu'il y a 3 points importants. D'abord, notre organisation est tournée vers l'utilisateur. On a une relation étroite avec notre utilisateur à travers les différents pôles fonctionnels. Et c'est pas du vent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une activité relativement importante derrière tout ça. Il y a des steering committees avec les utilisateurs pour définir les roadmaps des produits. Il y a des réunions régulières avec les utilisateurs qu'on appelle dans notre jargon des CCB, des Control Change Board, qui sont là pour définir le contenu des futures versions du produit dans le domaine de la tierce maintenance applicative. Donc ces contacts avec les utilisateurs se font dans le domaine de l'industrie et du Central Solution avec ce qu'on appelle des key users bien identifiés, qui sont des représentants de chacun de ces outils. Dans le domaine Enterprise Solution, qui est un domaine beaucoup plus transverse, qui regroupe les outils type messagerie, gestion de contenu, se fait par l'intermédiaire de correspondants informatiques qui sont les interfaces vis-à-vis de la DSI et qui remontent les demandes des utilisateurs et qui redescendent aussi des informations que leur donne la DSI. Donc ça, c'est le premier point. On a une relation étroite avec nos utilisateurs. Alors ça ne veut pas dire que ça évite le Shadow IT, mais au moins ça le canalise. On a régulièrement des contacts avec les utilisateurs. Le deuxième point, il est un peu plus répressif. J'ai parlé de la sécurité, et on a des règles de sécurité qui sont assez fortes, qui viennent bien souvent du groupe, et qui limitent, je dirais, le pouvoir d'imagination des utilisateurs. Un utilisateur n'est pas administrateur de son poste client. Un utilisateur ne peut pas déclarer un PC en serveur. Il ne peut pas sortir sur Internet sur n'importe quel site. Donc il y a un certain nombre de contrôles qui, il est clair, viennent limiter les possibilités d'action des utilisateurs en matière de développement ou en matière de déploiement d'infrastructures. Le dernier point, l'information technology, donc la partie technique, elle est mutualisée. On travaille de la même façon, que ce soit pour le domaine industrie, dans lequel on va trouver des outils de conception, des PLM, des outils scientifiques, ou pour le domaine central function, où là on va parler d'outils pour les ressources humaines, les achats, etc. Donc on travaille de la même manière. Donc ça c'est relativement important, parce qu'à partir du moment où on fait un effort pour supporter le Shadow IT, il est mutualisé. On le fait pour tous les utilisateurs. Donc ça c'est un point qui était, je pense, important à signaler. Au niveau de notre périmètre applicatif, donc j'ai résumé ici en gros le nombre d'applications que l'on avait dans notre système d'information par domaine, scientifique, engineering, industriel, central function, etc. Pour vous montrer surtout, bon, on a un grand nombre d'applications, environ 700. Il est clair qu'on a déjà pas mal de travail de notre côté pour optimiser ce nombre d'applications, pour maintenir ces applications, pour les faire évoluer. Donc il est clair que, tenant compte de ça, il était hors de question pour nous d'investir beaucoup dans les petites applications et d'avoir les mêmes mécaniques que l'on peut avoir pour ces applications-là. Alors 700, je ne sais pas si ça fait beaucoup par rapport aux applications que vous avez chez vous. Alors je voudrais quand même insister sur 2 points par rapport à ça. D'abord, cette cartographie est exhaustive, c'est-à-dire que typiquement on y trouve les applications de l'IT, une centaine. Donc Oracle, WebLogic est considéré comme une application avec ses versions, sa documentation. Donc ça c'est la première chose, elle est exhaustive. Et l'autre point, c'est que on est une société qui a une croissance par acquisition. Nos collègues italiens, belges, espagnols sont des anciennes sociétés avec leur système d'information, et on n'a pas toujours un système d'information cohérent. On parlait tout à l'heure du PLM. Il y a à peu près 4 pays principaux, il y a 4 PLM aujourd'hui. Donc on sait qu'on a des efforts relativement importants à faire dans ce domaine-là. Donc on a aussi un nombre d'applications important qui est lié à une certaine incohérence du SI sur laquelle on travaille.
Donc pour ce qui est du cadre donc de soutien aux utilisateurs dans le domaine des petites applications, comment on a travaillé? D'abord, on a mis en place un contrat avec le service achat. Alors ça, c'est un point qui est fondamental pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, on souhaitait donner un cadre technique à cette activité-là. On ne voulait pas que se multiplient des solutions diverses et variées dans notre système d'information. Donc, dans le contrat, on a défini le périmètre technique sur lequel on intervenait autour de ces petites applications. Donc, principalement pour nous, dans ce domaine-là, c'était des petites applications dans le domaine Windows qui travaillaient soit en standalone sur le poste de travail, soit sur des serveurs .NET avec des applications Oracle ou MySQL, mais on a limité le cadre technique de ces applications. Ensuite, notre service achat nous a aidé à choisir une société, à négocier les tarifs et à donner un cadre contractuel à cette activité-là. Et ça a eu plusieurs effets bénéfiques. Le premier, c'est que c'est vraiment un support à l'utilisateur. Un utilisateur, il n'est pas forcément aguerri à cette problématique achat. Et des fois, dans sa demande, il s'arrête quand il voit effectivement qu'il faut qu'il fasse une demande d'achat qui passe par le service achat. Nous, on a un service achat qui est centralisé au niveau du groupe Thales, qui est corporate, et donc c'est pas évident. Donc il est clair que quand on lui donne un cadre contractuel, c'est déjà beaucoup mieux. En plus, il est moins complexé pour parler de sa demande. Il a je dirais, un coup de tampon de la DSI et du service achat. Et donc, il va pouvoir parler un petit peu plus librement de sa demande. Et pour nous, ça va être l'occasion de dialoguer avec l'utilisateur. Alors, par contre, ça n'a pas été simple avec le service achat. Alors, ça n'a pas été simple parce que le service achat, je pense qu'ils devraient revoir un peu leur classique. Je crois qu'il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle le lion et le rat, qui dit qu'on a besoin de plus petits que soi. Et je pense qu'on est clairement dans ce domaine-là. Nous, sur les petites applications, on avait besoin de réactivité. Et on sait que les petites structures ont cette réactivité, que n'ont pas de grosses structures. J'en sais quelque chose, je fais partie d'une grosse structure et je sais que des fois, il est très difficile de mobiliser une expertise que l'on a. Donc bien sûr, il y a une expertise dans les grandes sociétés, mais elle est beaucoup plus difficilement mobilisable que dans des petites structures. Donc ça, il a fallu convaincre les achats de ça. On y est arrivé. Alors c'est des acheteurs, donc il a fallu négocier. Qu'est-ce qu'on a négocié? Eh bien, on a un contrat de tierce maintenance applicative et notamment la société Desira d'intervenir dans ce contrat-là. On a accepté de passer sous un contrat plus global qu'on a aujourd'hui au niveau tierce maintenance applicative avec la société Steria. J'ai vu qu'il y avait des représentants de Steria ce soir dans cette assemblée. Je les salue. Pour les petites applications, là, on est passé directement avec Desirat parce qu'on avait clairement besoin d'une réactivité clairement que ne possèdent pas les grosses structures. Donc ça, c'est un point relativement important. Deuxième point, financement sur budget utilisateur. Ce n'est pas open bar. Sinon, effectivement, on ne maîtrise plus rien. Donc, ce n'est pas la DSI qui finance. Ce n'est pas la DSI qui finance, c'est l'utilisateur. C'est vertueux aussi, hein, parce que quand c'est l'utilisateur qui finance, il va être forcément beaucoup plus vigilant sur l'efficacité de sa demande. Il va éviter le nice to have. Il va vraiment se concentrer sur l'essentiel de son besoin. Pour autant, on valide la demande. C'est-à-dire que les demandes d'achat, dans le circuit de workflow électronique, il y a un cachet de l'expertise technique pour vérifier qu'on s'inscrit bien dans le cadre du contrat qui a été globalement négocié, notamment en termes techniques. Pas d'infrastructure dédiée. Notre objectif, c'était d'en faire le moins possible quand même sur cette partie-là. On n'a pas, dans notre organisation, vous l'avez vu, d'activité de support au Shadow IT. Donc il était important qu'on s'appuie sur les structures existantes. C'est-à-dire que les applications aujourd'hui qui sont faites dans le domaine du Shadow IT, elles utilisent en standard les prérequis du poste de travail ou des infrastructures mutualisées. Je parlais tout à l'heure de .NET, de base Oracle ou de base MySQL, mais en aucun cas d'autres socles techniques. Donc c'était important de s'inscrire dans le cadre du socle technique que l'on avait défini et donc de ne pas définir d'infrastructure dédiée. On souhaitait un intervenant pour cette activité-là qui connaisse le système d'information TAS. On a parlé plusieurs fois de réactivité. Il faut une réactivité forte. Et donc, on souhaitait travailler avec une société qui avait déjà eu une expérience avec nous, qui connaissait notre métier, qui connaissait nos process. Et donc, on a choisi Desirat, puisque Desirat était déjà un acteur de la tierce maintenance applicative. Dernier point, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a une intervention limitée dans ce domaine-là. On n'a pas beaucoup d'énergie à consacrer là-dessus, mais limité, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Donc typiquement, ce contrat cadre, on a dépensé pas mal d'énergie pour le mettre au point avec les achats. Donc on s'est concentré surtout sur des axes qui étaient mutualisés, c'est-à-dire qui servaient à l'ensemble de nos utilisateurs et pas uniquement sur des besoins spécifiques.
Pour illustrer un autre exemple, actuellement on est en période de déploiement Windows 7. On a mis sur nos principaux sites en France, Cannes et Toulouse, une dizaine de postes à disposition des utilisateurs pour qu'ils viennent tester leurs applications. Nous, ça ne nous coûte rien, 10 postes. Les utilisateurs sont satisfaits et en plus, on va gagner pendant la phase de déploiement puisqu'on va forcément rencontrer un petit peu moins d'écueils. Donc on est toujours dans cette logique-là de fournir une aide assez limitée, mais qui nous rapporte le plus en termes de relation avec l'utilisateur et maîtrise de l'environnement Shadow IT. Alors, les intérêts pour TAS de ce soutien, alors j'aurais peut-être dû commencer par la satisfaction utilisateur, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, de satisfaire nos utilisateurs. On est là pour ça. Alors, il est clair que ce support qu'on leur a apporté, même s'il est limité, même si on n'a pas fait de publicité autour de ça, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas agité les chiffons en disant venez nous voir, on peut vous offrir un support dans ce domaine-là. On l'a entre les mains et on le sort quand les utilisateurs ont des difficultés ou viennent nous voir par rapport à certaines demandes. Mais on n'a pas fait de publicité particulière là-dessus. Ça nous permet bien sûr d'avoir une meilleure vision du Shadow IT. Alors, on n'a pas la prétention de dire qu'on le maîtrise, mais à partir du moment où on est acteur de cette activité-là, on voit un petit peu mieux ce qui s'y passe. Et puis les deux derniers points sont relativement importants. On a eu des recadrages de certaines demandes, ça c'est l'avantage qu'on a, donc pas nombreux, mais il y a eu 2 ou 3 applications qui ont été réintégrées dans le SI suite à des demandes utilisateurs parce qu'il était évident que ces demandes devaient être gérées par des process beaucoup plus standards. On a eu notamment pour l'anecdote un utilisateur qui était dans le domaine des achats qui est venu nous voir en disant voilà, j'ai un stagiaire, il a travaillé dans une école qui fait de l'ergonomie sur les applications et j'ai confié un développement, par contre il n'arrive pas à produire. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on lui a proposé une action de support. On a dit, bah, écoute, ce stagiaire, tu l'envoies chez Desirad. On le formait un petit peu aux technos qu'on emploie, puis on verra ce qui se passe. Hervé est venu me voir 2 semaines après en me disant, le stagiaire, là, c'est une petite usine à gaz qu'il est en train de développer. Ça n'a rien à voir d'une petite application. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré l'utilisateur qu'on connaissait. Il nous a expliqué son besoin. Et on a vu qu'effectivement, on était sur un besoin vraiment transverse, qu'il avait un intérêt pour la société. Et finalement, ce stagiaire qui avait des compétences dans l'ergonomie des applications, on l'a utilisé pour écrire les spécifications, les écrans de l'application, mais en aucun cas pour faire du développement. On a fait le développement plus tard, d'ailleurs, avec Desirad, et c'est aujourd'hui une application qui fait partie du système d'information et qui a ses responsables fonctionnels, techniques, et qui a son cycle de vie. Autre point important, c'est souvent un support aux phases amont de projets AIS. On a eu des cas où effectivement des utilisateurs sont venus nous voir pour certaines applications. On n'était vraiment pas mature pour développer ces applications, pour des problèmes techniques ou pour des cadrages fonctionnels. Et on a laissé faire, sachant que derrière, c'est des points qui nous ont relativement aidés pour la mise en place de projets beaucoup plus dimensionnants. J'ai en tête un projet où on a déployé en 2012 une base qu'on appelle PCDB, Part Component Database. L'objectif, c'était d'avoir une base de composants commune entre les différents pays, donc niveau JV. Ça a été fait sur PDM Link, l'outil de PTC, un projet de plusieurs millions d'euros. Les prémices de ça, c'était une base de composants qu'on appelait B3E, base des composants 3E, donc les composants électriques, pour ceux qui connaissent un peu moins le domaine. Elle avait comme ambition juste de regrouper les composants en France. On a laissé faire parce que ça a été une bonne expérience, ça nous a permis d'avoir un peu plus de maturité sur la spécification. Ça nous a permis, pendant la phase de migration du projet, de récupérer des données qui avaient déjà été consolidées par les utilisateurs. Et globalement, on en a eu certains bénéfices. Bon, maintenant, sur B3E n'existe plus, mais on en a tiré de nombreux avantages. Sur les facteurs de réussite de la démarche, de notre point de vue, suite à un petit peu, si on prend du recul sur ce qu'on a fait, ce qui est important vis-à-vis du type de support qu'on va offrir à travers justement ce support aux petites applications, c'est que les personnes qu'on a en face de nous doivent autant maîtriser la partie AIS que la partie IT. Et bien souvent, c'est d'ailleurs la partie AIS qui est à privilégier. Donc, ça veut dire que les personnes de Desirad qu'on a en face de nous, ce n'est pas qu'une bande de joyeux développeurs, c'est aussi des gens qui ont de temps en temps, qui savent quitter un peu leur casquette de développeurs et qui sont un petit peu aussi des concepteurs, qui sont aussi un petit peu des chefs de projet. Et donc ça, c'est important d'avoir cette vision
un peu transverse de l'activité. Et ça fonctionne bien. Alors ça fonctionne bien à condition qu'on adresse vraiment de petites applications. Il est clair que si la cible n'est pas la bonne, ce mode d'organisation n'est pas du tout adapté. Donc ça, c'est un point, je pense, relativement important. Et bien sûr, la connaissance du métier, parce qu'il y a des questions pertinentes à poser à chaque besoin utilisateur. Et mieux on connaît le métier, plus les questions seront pertinentes et plus on évitera de problèmes par la suite dans les phases de développement. Réactivité importante, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je pense que c'est relativement important. Si on passe par cette mécanique-là, c'est pour éviter la lourdeur de la DSI. Donc il est important que la société qui est en face des utilisateurs réponde rapidement. Si on pose une question, il ne faut pas attendre une semaine, 15 jours ou 3 semaines. Donc c'est pour moi un facteur très important et qui est indispensable à la réussite de ce type de support. Et puis le dernier point, des fois, nos formations nous déforment un peu et on a toujours tendance à vouloir en rajouter un peu, à se dire mais ça serait quand même bien d'avoir un minimum de documentation là-dessus, je sais pas, des fiches de test, une fiche applicative. Alors tout à l'heure, Hervé parlait de fiches d'application. On ne s'est pas lancé là-dedans, on n'a pas cartographié nos applications, donc on n'a fait strictement rien en termes de formalisme. Et on fait confiance à Desirad là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que l'outil qui a été développé, Passerelle, répond bien, peut-être même un peu trop d'ailleurs, à ce minimum de formalisme qu'on attend à travers le Shadow IT.